Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà plus d'un an depuis la dernière vidéo sans secret de Disneyland Paris. Après avoir exploré Main Street USA, Fantasyland et Frontierland, plongeons aujourd'hui dans la jungle d'Adventureland pour découvrir s'il y a, ou non, vraiment sans secret là aussi. Prenez votre chapeau, direction l'aventure. Avant de commencer, petit rappel pour les nouveaux. Je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney, et au-delà de cette chaîne Disney sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, vous me retrouverez sur le blog Hello Disneyland où je vous donne des centaines de conseils et astuces pour vos séjours Disney, mais également sur Instagram pour parler de Disney, Disney+, et de plein d'autres choses. Allez, on y va. Adventureland est un land incroyable à Disneyland Paris. En dépit du climat parisien et de ses caprices allant de la neige à la canicule, ce land reste luxuriant toute l'année, offrant aux visiteurs une jungle dense et particulièrement immersive à certains endroits. Land des aventuriers du monde entier, Adventureland est aussi le monde des pirates, des épices, des naufragés et des temples perdus. Cependant, possède-t-il vraiment 100 secrets comme les lands traités précédemment dans cette série de vidéos ? Je vous laisse les compter. Les chasseurs de secrets en trouveront dès l'entrée principale d'Adventureland. Sur l'arcade en mosaïque près des torches de chaque côté, on peut lire les lettres WDI. Il s'agit des initiales de Walt Disney Imagineering, la branche en charge de la création des parcs et attractions des parcs Disney du monde entier. Juste au-dessus, on peut également voir une boussole de couleur rouge et or. Il s'agit du logo de la série oscarisée True Life Adventure, réalisée par Walt Disney Studios dans les années 50, dont vous retrouverez d'ailleurs certains épisodes sur Disney+. Toujours à l'entrée, levez les yeux en haut à gauche pour voir l'œuf géant de l'oiseau Rock, un animal fabuleux issu du conte de Simbad le marin. La légende dit que cet oiseau mesure au moins 10 mètres de haut et 20 mètres d'envergure. Ça explique la taille exceptionnelle de son œuf. Côté architecture, l'arche marquant l'entrée principale du land est inspirée non pas directement de l'architecture marocaine, mais de celle du pavillon marocain d'Epcot à Walt Disney World en Floride. Notez également que les dômes au sommet de l'entrée affichent des couleurs inspirées des contes des Mille et une nuits. Ceux-ci sont aussi surmontés de girouettes qui évoquent les personnages des Mille et une nuits, comme Aladdin et son tapis volant, la Reine des Serpents et le cheval volant. D'ailleurs, en parcourant les allées de l'ancien bazar, vous découvrirez certaines peintures murales qui évoquent ces contes. Enfin, sous l'entrée d'Adventureland se trouve un lustre en or, offert par l'ancien roi du Maroc, Hassan II. Petit détail disparu déjà évoqué dans une autre vidéo, en 1992, à la place de ces bancs, se trouvait une fontaine d'inspiration marocaine. Nous voici maintenant sur la place du bazar d'Adventureland. Petit fait amusant, le côté droit du bazar nous transporte en Arabie avec les nombreuses références picturales et architecturales aux Mille et une nuits, alors que le côté gauche nous transporte quant à lui en Afrique avec ses bâtiments aux toits de paille et aux murs en terre sèche. Petite astuce pratique, entre le passage enchanté d'Aladin et la girafe curieuse se trouve l'entrée d'un passage couvert menant à Frontierland. Ici, l'ambiance change progressivement pour vous emmener au Far West. Très peu fréquenté, c'est presque un passage secret. Nous voici près de la boutique de la girafe curieuse. La légende dit que la Jeep garée à l'extérieur est celle du propriétaire de la boutique qui s'en servait pour ses safaris. À l'origine, celle-ci proposait les souvenirs qu'il rapportait de ses nombreuses excursions. Enfin, cette boutique tire son nom de la girafe curieuse qu'on aperçoit à l'intérieur, en hauteur. Espérons qu'elle ne mangera pas tout le toit. Juste en face se trouve l'Agraba Café Restaurant, inauguré le 23 décembre 1999. Comme expliqué dans ma vidéo Attractions disparues de Disneyland Paris concernant l'ancien bazar d'Adventureland, il a remplacé 3 anciennes boutiques. L'échoppe d'Aladin, la Reine des Serpents et le Champ des Tam-Tams. Les salles du restaurant portent encore les traces de leur passé, avec des vestiges de ces boutiques comme les enseignes des boutiques L'échoppe d'Aladin et la Reine des Serpents. Au mur, les décors des salles de l'Agraba Café Restaurant ont été chinés par les Imagineers et viennent pour la plupart du Maroc. Authenticité garantie. De l'ancien bazar, il ne reste aujourd'hui que la boutique Les Trésors de Scheherazade et son chameau de bois géant. Dans celle-ci d'ailleurs, levez les yeux pour découvrir des sabres plantés au plafond. Et un peu plus loin, à l'extérieur, on dit que de la fumée sort de temps en temps de la lampe du génie présente dans le décor de la photolocation d'Aladin. Cela dit, moi j'en ai jamais vu. En revanche, en tendant l'oreille, vous pourriez bien entendre la voix du génie d'Aladin justement. Avançons encore un peu pour aller du côté de Pirates des Caraïbes où se cachent aussi de nombreux secrets et détails. Avant toute chose, rappelons que la saga des films est inspirée de l'attraction et non l'inverse. Cependant, certains détails des films ont été ajoutés à l'attraction lors de sa grande réhabilitation de 2017, marquée notamment par l'arrivée de Jack Sparrow. En France,
L'entrée de l'attraction a des allures de fort caribéen, légèrement amoché par ce qui fut sans doute une attaque si on en juge par l'état des lieux. Ce fort est inspiré entre autres du fort San Felipe del Morro de San Juan à Porto Rico et du fort de San José de Campeche dans le golfe du Mexique. L'extérieur abîmé de Pirates des Caraïbes est d'ailleurs une exclusivité parisienne. Les autres parcs arborent quant à eux de belles entrées aux consonances hispaniques propres et très chics. La légende dit que la file d'attente est l'entrée dérobée menant à l'arsenal au cœur du fort. À l'intérieur de la file, en levant les yeux et en regardant à travers cet interstice, vous y verrez la pancarte visible au début du premier film de la saga Pirates des Caraïbes. Continuez à avancer pour trouver une petite salle de torture, où sont enfermés 2 squelettes et une vierge de Nuremberg, un terrible mais authentique instrument de torture. Un peu plus loin, se trouve une pièce dont le sol s'est effondré. Observez bien la table, et une carte au trésor y est posée. D'ailleurs, sous cette même salle, se trouve la dernière scène de l'attraction avec les 2 squelettes qui brandissent des bouteilles d'alcool, justement à côté du fameux trésor. Sur le parcours de l'attraction, ouvrez l'œil sur les nombreux détails. Parmi ceux-ci, notez le nom du bateau qui tire sur les embarcations des visiteurs après la première descente, l'Inferno. Plus loin, à la scène du puits, saviez-vous que la plupart des vêtements portés par les animatronics datent d'avant 1900 ? Ils proviennent d'un magasin londonien de costumes anciens. Depuis la réhabilitation de 2017, la scène de la vente aux enchères ne propose plus des femmes à marier, mais des armes, et cette vente est menée par la rouquine, désormais en tenue de pirate. Un peu plus loin, les duellistes ne sont plus 2 hommes, mais un homme et une femme, parité oblige. D'ailleurs, saviez-vous que cette scène est une exclusivité française ? Elle n'existe que chez nous. Et c'est cette même scène qui a inspiré le duel de Jack et Will dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. En parlant de Jack Sparrow, celui-ci se cache dans le tonneau près de l'homme ivre, et une seconde fois dans la salle du trésor constituée de 30 000 pièces. Saviez-vous d'ailleurs que ces pièces avaient été collées à la main une par une ? Et de plus, ces 30 000 pièces, justement, sont toutes faites d'un métal qui ne rouille pas malgré la proximité de l'eau. Juste après la dernière chute, se trouve une grotte dans laquelle les visiteurs apercevront Barbossa, encore marqué par la malédiction du Black Pearl. Là aussi, cette scène est exclusive à Disneyland Paris. Petite parenthèse sympa, en prenant le Disneyland Railroad, ouvrez l'œil entre Frontierland Depot et Fantasyland Station. Dans ce tunnel, vous apercevrez justement cette grotte. Et inversement, peut-être apercevrez-vous derrière vous en hauteur le Railroad lorsque vous entrez dans cette salle à bord de votre embarcation dans Pirates des Caraïbes. C'est très rare, mais ça arrive. À la sortie de l'attraction, 2 chats vous observent, du haut des poutres, mais peut-être y en a-t-il d'autres dans la boutique. Le coffre du capitaine, attenante à Pirates des Caraïbes. Depuis l'extérieur de celle-ci, vous verrez une girouette en forme de pirate, scrutant l'horizon avec une longue vue, au sommet du toit de la boutique. L'intérieur du coffre du capitaine est inspiré non pas de l'univers de Pirates des Caraïbes, mais de la taverne du film L'île au trésor de Disney, sorti en 1950. À côté, le restaurant Captain Jack, restaurant des pirates, s'appelait autrefois le Blue Lagoon. Son nom a été changé en 2017 avec l'arrivée de Jack Sparrow dans l'attraction. À l'intérieur, la salle d'attente est décorée par des reproductions d'illustrations dessinées par Mark Davis, l'un des 9 Old Men, c'est très difficile à prononcer, des studios Disney. Ce monsieur a travaillé en tant qu'animateur sur de nombreux longs métrages d'animation. On lui doit entre autres les personnages de Cruella, Clochette, Cendrillon, mais surtout Maléfique. Entre l'entrée et la salle du restaurant se trouvent 7 affiches, mythiques, aux nombreux détails. Parmi ceux-ci, vous retrouverez quelques clins d'œil originaux, comme Tietz Bay, en hommage à Chris Tietz, l'Imagineers en charge de la création d'Adventureland. Pendant que vous y êtes, observez bien les illustrations autour de la carte. Vous y reconnaîtrez plusieurs scènes de l'attraction. Enfin, cet homme en bas de la carte représente Mark Davis, encore lui. Après avoir été dessinateur, il est devenu Imagineer. On lui doit par exemple la version originale californienne de Pirates des Caraïbes, ainsi que les cultissimes Jungle Cruise, Haunted Mansion, It's a Small World et le Carousel of Progress. Rien que ça. Direction la salle du restaurant, mais avant, on laisse son sabre à l'entrée, Moussaillon. À votre arrivée, observez bien la salle, elle est composée de 3 parties. Une à partir de morceaux de bateau, une autre en bois, puis la dernière en palmier. Au mur sont affichés plusieurs avis de recherche pour les capitaines Barbossa, Davy Jones, Barbe Noire et bien sûr, Jack Sparrow. Le menu, quant à lui, indique que la véritable propriétaire du restaurant est Angelica Teach, vue dans Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence. Visiblement, Jack Sparrow aurait gagné, honnêtement, son restaurant. On n'en doute pas une seconde. À l'extérieur, entre Peter Pan's Flight et Pirates des Caraïbes se trouve un stand à boissons fraîches.
Observez bien la serrure du coffre contenant de la glace, elle a la forme d'une bouteille de coca. Et les poignées des épées du logo de pirate sont également des bouteilles de coca. Dirigeons-nous maintenant vers Adventure Isle et la cabane des Robinson. J'en ai parlé dans une vidéo au printemps dernier. L'attraction La cabane des Robinson est inspirée du film de Walt Disney, Les Robinson des mers du Sud, sorti en 1960 et disponible sur Disney+. L'arbre de la cabane des Robinson est un Disnéodendron Semper Florens grandis qui peut être traduit comme arbre Disney géant toujours vert. Celui-ci mesure 21 mètres de haut et il est situé à 6,50 mètres au-dessus de l'eau pour être visible de tous à Adventureland et de presque partout dans le parc. À l'origine, cet arbre était composé de plus de 300 000 feuilles artificielles et celles-ci avaient toutes été posées à la main une par une. Enfin, aviez-vous remarqué que la cabane était composée de différentes parties du bateau des Robinson? Cela explique les miradors et les longues vues, ça et là. À l'entrée et à la sortie de l'attraction se trouvent des pavillons maritimes, comme cela. Il s'agit de véritables messages laissés par les Robinson à l'attention des visiteurs. Petit bonus sympa, du sommet de la cabane des Robinson, par beau temps et avec une bonne vue, ou un zoom d'appareil photo assez conséquent, il est possible d'apercevoir la Tour Eiffel. Tout en bas, devant l'entrée de la cabane des Robinson, se trouve l'ancre d'un voilier échoué, voilier qui se trouve juste derrière l'arbre, près du pont suspendu. Et ce navire, ou ce qu'il en reste, était celui des Robinson justement, et s'appelait le Swallow. Direction Adventure Isle maintenant. Saviez-vous que les noms visibles à Adventure Isle venaient tous du film Disney L'île au trésor sorti en 1950, lui-même inspiré du roman du même nom de Stevenson? Au pied de la cabane des Robinson, ces fontaines à eau sont alimentées par un circuit qui nous donne l'impression que l'eau provient de la cabane justement. Et tout près, dans les grottes, et plus précisément dans Ben Gunn's Cave, il y a un trésor gardé par un pirate, devenu squelette. On dit que c'est justement Ben Gunn. Au passage, dans les grottes, ouvrez l'œil pour voir plusieurs autres squelettes entre les roches, ça et là. On dit d'ailleurs qu'un crâne est taillé dans la roche située un petit peu avant le trésor. L'avez-vous vu? Et en parlant de crâne, avez-vous remarqué les 2 lanternes qui servent Dieu à Skull Rock? Certains prétendent avoir eu l'impression d'être suivis du regard aux abords du célèbre rocher. Face à Adventure Isle se trouve une partie du restaurant Le Chalet de la Marionnette, dans une grotte aménagée par des pirates. C'est le seul restaurant à être à cheval sur 2 landes à Disneyland Paris, Adventureland et Fantasyland. Pour finir, à l'intérieur de cette grotte, côté Adventureland, se trouve la cage dans laquelle Stromboli avait enfermé Pinocchio. Retournons de l'autre côté du land en direction d'Indiana Jones et le Temple du Péril. Sur le cours d'eau séparant la cabane des Robinson du restaurant Colonel Hattie's Pizza Outpost se trouve cette petite embarcation à moteur. Il s'agit d'une reproduction du bateau à vapeur vu dans le film African Queen, tourné en 1952 par John Huston. Sur cette embarcation se trouvent actuellement Carl Fredricksen et Russell du film Pixar Lao depuis 2010. Il y avait autrefois des empreintes de tigres et de feuilles par terre, mais elles ont disparu lors de la dernière réfection des sols. Et on espère quand même qu'elles reviendront un jour. Cela dit, sur le côté de la boutique Indiana Jones Outpost se trouve la cage d'une espèce d'araignée inédite, la Tarantula euridelma. On dit que sa cage est parfois vide, et que l'araignée rôde. Moi, par chance, elle était bien là quand j'ai tourné cette vidéo. Indiana Jones Adventure Outpost toujours. Saviez-vous que cette boutique s'appelait auparavant Trader Sam et qu'elle avait été renommée à l'ouverture de l'attraction Indiana Jones pour mieux coller à cette partie du land désormais dédiée au célèbre aventurier? Et en parlant d'Indy, direction Indiana Jones et le Temple du Péril. L'attraction fut inaugurée le 10 décembre 1993 par George Lucas lui-même. Ajoutée un peu en urgence au parc dans le but de faire patienter les visiteurs avant l'ouverture de Space Mountain en 1995, elle rencontra immédiatement un vif succès, notamment grâce à son looping alors inédit à Disneyland Paris. Bien que censé être provisoire, Indiana Jones et le Temple du Péril est toujours là aujourd'hui. L'attraction a été dupliquée en 2005 au Japon sous le nom de Raging Spirit à Tokyo Disney Sea, mais sans la thématique Indiana Jones. Les parcours sont cependant identiques. Comme souvent, lors de la création d'attractions, les Imagineers ont puisé leur inspiration dans de vrais monuments historiques. Le Temple du Péril s'inspire par exemple de plusieurs temples hindous du sud de l'Inde, dont le célèbre Temple du Rivage. À l'entrée de la file d'attente, Shiva, une divinité indienne, protège les cobras de pierre situés de part et d'autre de l'escalier de l'attraction. Et non loin de là, se trouve la tente d'Indiana Jones. Comment la reconnaître? Facile. Il y a son chapeau et son fouet posés sur le lit. Ceux-ci sont également visibles depuis l'extérieur de l'attraction, à proximité du looping. Revenons maintenant près du restaurant Colonel Hattie's Pizza Outpost. Le restaurant s'appelait jadis l'Explorers Club.
c'était un restaurant en service à table, comme le Blue Lagoon, enfin le Captain Jack maintenant, ou le Waltz sur Main Street USA. On peut d'ailleurs encore voir les initiales de ce nom sur les lanternes de la terrasse du restaurant, mais aussi sur la cheminée près du comptoir. Le restaurant devint un fast-food asiatique dès 1993 et fut renommé Colonel Hattie's Pizza Outpost en 1995. Il ne sert depuis que des pizzas et des pâtes. Dommage, moi j'aimais bien l'idée d'un restaurant asiatique à Disney. La légende dit que le restaurant appartenait à un explorateur excentrique qui voyageait à travers le monde et la décoration intérieure serait composée de ses souvenirs de voyage achetés ça et là lors de ses safaris. Au centre de la plus grande salle du restaurant se trouve un énorme arbre. Observez bien les 2 toucans qui y sont perchés, ils ne sont pas tout à fait immobiles. Ce procédé n'est d'ailleurs pas sans rappeler The Enchanted Tiki Room, imaginé par Walt Disney aux États-Unis. Toujours dans le restaurant, ces fresques qui ornent les hauteurs de la salle principale sont des rappels des différents épisodes de la série Disney précédemment évoquée, True Life Adventure. Sur l'une de ces fresques, on peut d'ailleurs lire la mention Audentes Fortuna Juvat, qui était la devise de l'Explorers Club. Cette phrase en latin peut être traduite par la fortune sourit aux audacieux. La cheminée, encore elle, porte elle aussi le logo de la série. Regardez bien. Et sur cette cheminée justement, vous verrez une photo qui a l'air bien ancienne. Pourtant, la photo a été prise dans l'un des décors de la file d'attente d'Indiana Jones et le Temple du Péril. Dernier détail, le drapeau sur la photo mentionne lui aussi l'Explorers Club. Un peu plus loin, à l'extérieur, près du snack Cool Post, se trouve un véhicule embarquant une glacière Coca-Cola. Essayez de l'ouvrir, vous entendrez le son d'une bouteille de coca qu'on décapsule. Toujours sur ce véhicule, la radio fait mention d'un lion endormi au milieu de la piste. Enfin, endormi, faut le dire vite. Je tiens à vous signaler la présence d'un lion endormi au niveau de la piste centrale. Rectification, le lion n'est plus endormi. À quelques mètres de là, vous pourrez voir plusieurs caisses avec le logo Coca-Cola dans plusieurs langues. La marque est partenaire de Disneyland Paris depuis toujours, et c'est une façon très amusante et immersive de faire sa pub, non? Enfin, dernier secret, sur l'une des caisses, une autre radio grésille. Mais elle reste malheureusement inaudible. Please stay away from and whatever you do not feed. Et c'est tout. Et bah voilà! Finalement, il y a bien 100 secrets aussi à Adventureland. Et encore, je suis sûre qu'il y en a même plus que ça en réalité. Je vous avoue qu'après enquête sur place et constat de plusieurs disparitions de secrets, parce que oui, ça arrive forcément au fil du temps, j'avais un peu peur, mais finalement, le compte y est. Il ne nous reste donc plus que le land des visionnaires à explorer pour la prochaine vidéo, qui sera, je l'espère, prête en moins d'1 an cette fois-ci. Mais en attendant, bien sûr, dites-moi en commentaire si vous connaissiez tous les secrets de cette vidéo. J'espère d'ailleurs que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, c'est vraiment super important. Et en plus, ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode sur les secrets de Disneyland Paris. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt. Bisous!